You speak French. Ma langue est le français, je rêve et je pense en français. J'ai tendance à valoriser les gens. Je les valorise en les écoutant, en montant. Ça fait partie de la culture, c'est une langue étrange que la langue de la culture. La culture, c'est ce qui répond à l'homme quand il se demande ce qu'il fait sur la terre. Les cultures doivent se parler. C'est la diversité. C'est la vie. Bienvenue sur le podcast Regard sur la Nuit des idées, présenté par les Alliances françaises du Canada. Pour la 6e édition de la Nuit des idées, événement qui encourage dans 75 pays et sur 5 continents l'échange et la réflexion collective mondiale, les Alliances françaises du Canada se sont plongées dans la thématique proche. Pour réfléchir à cette question, nous avons interrogé de nombreuses personnalités canadiennes et françaises inspirantes, audacieuses et engagées. Dans cette série de 5 épisodes, enregistrés lors de la Nuit des idées à Moncton, des personnes de divers milieux artistiques, universitaires, médicales et entrepreneuriales du Nouveau-Brunswick, du Québec et de France partageront leur expérience du numérique dans leur relation avec les autres. Réussite, échec, chacun évoquera son cheminement pour conserver les liens dans un monde où l'isolement est de rigueur. Nous vous laissons donc en compagnie de Annie-France Noël, directrice de la Galerie Sans Nom et artiste photographe, et de notre animateur Antoine Zboralski de l'ACFA Acadie. Cet épisode a été rendu possible grâce à la participation de l'Alliance française de Moncton, du musée de la place Resurgo, du Consulat général de France dans les provinces atlantiques, du Bureau du Québec dans les provinces atlantiques et de l'ACFA Acadie, avec le soutien de l'Ambassade de France au Canada et de l'Institut français. Donc Annie-France, tu es une artiste et travailleuse culturelle acadienne basée à Moncton. Ta pratique cherche à mettre en lumière l'intime et le vulnérable de l'expérience humaine par des approches photographiques expérimentales. Tu sièges au conseil d'administration de CARFAC National, qui est le front des artistes canadiens, et de sa branche des Maritimes. Et tu es directrice de la Galerie Sans Nom. Tu es représentée par la Galerie Murmure et tu t'inspires de tes propres expériences, de tes travaux. Tes travaux récents portent sur les émotions complexes et ambivalentes autour de la parentalité par l'autoportrait et le traitement des données. Donc, je te laisse maintenant la parole. Merci beaucoup, puis merci beaucoup pour l'invitation. Ça m'a donné l'opportunité de réfléchir à ces questions que peut-être j'avais pas pris le temps ou peut-être même pas eu le désir de réfléchir avant ce moment-ci. Juste peut-être pour contextualiser, je vous parle aujourd'hui un peu plus de avec mon chapeau de directrice de galerie et de travailleuse culturelle. Parce que tout le côté artiste et parent, ça c'est une autre heure de discussion. Donc, peut-être aussi pour mieux vous expliquer, la Galerie Sans Nom, c'est un centre d'artistes autogéré. Donc, on est des artistes qui travaillent pour les artistes. Donc, c'est sûr que quand la pandémie nous a frappés en mars et que la province a fermé ses frontières, on a dû, dans le fond, presque tout annuler notre programmation qui était planifiée jusqu'à août 2020 à ce moment-là. On a dû aussi faire un sharp turn numérique pour notre festival de musique expérimentale et d'art sonore Reflux, que la galerie présente à chaque année, et ce depuis maintenant à peu près 15 ans. On est aussi une petite équipe de 2 employés. Donc, faire des annulations, s'adapter, tout prendre une programmation, puis la virer d'une façon numérique ou autre, sécuritaire. Pour une petite équipe avec des ressources limitées, c'est vraiment, vraiment taxant. C'est aussi vraiment... justement, il y a toujours le point de vue de nous comme artistes, on comprend c'est quoi le travail culturel, on est proche de la réalité avec les gens avec qui on travaille. Donc, annuler des expositions ou des présentations, des performances, c'est vraiment difficile. On a eu la chance, par contre, on est financé publiquement, puis les bailleurs de fonds ont été très flexibles, bien sûr. On a donc été capable de quand même payer les artistes, même si elles et ils n'ont pas pu venir faire la présentation ou l'exposition. Reste que ça brise le cœur, autant pour les artistes que pour nous. Puis ensuite,
d'essayer de voir l'avenir. Comment est-ce qu'on continue d'opérer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y avait je ressens particulièrement, peut-être même plus maintenant qu'au début, parce qu'au début, je pense que tout le monde, on pédalait un peu dans le vide, puis c'était vraiment juste éteindre des feux. Puis je ressens une grande pression de devoir avoir les grandes réponses ou de développer des innovations, des initiatives absolument originales numériquement. Puis honnêtement, c'est extrêmement overwhelming qu'on nous demande tout ça, encore une fois, avec des ressources très limitées. Et puis c'est aussi intéressant en termes de pression, parce que la société, quand le monde s'est fermé, quand le monde s'est isolé, tout le monde s'est tourné vers les artistes. Je pense particulièrement aux musiciens, au début de la pandémie particulièrement, où beaucoup de musiciens allaient sur Facebook Live, présentaient des petits spectacles pour remonter le moral, offrir un moment d'évasion, du divertissement, tout ça. Fait qu'on s'est vraiment tourné vers les arts, mais les artistes, autant musiciens qu'en art visuel ou les artistes du théâtre, on s'est vu avec très peu d'opportunités de présentation. C'est des revenus perdus, c'est de l'insécurité, c'est se demander, est-ce que si j'embarque pas sur le train numérique, est-ce que ma pratique va tomber dans les cracks, puis je serai plus pertinent? Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de stress qui vient avec ça. Donc, pour nous, quelque chose qui a été, par exemple, positif dans tout ça, c'est que, justement, il y avait une question par rapport à comment ça nous a rapprochés de notre public cible. Puis on a réalisé vraiment que notre public, c'est pas autant les gens qui viennent voir nécessairement les œuvres ou les performances, mais notre monde, c'est vraiment nos artistes, c'est nos membres. Puis ça nous a rappelé pourquoi on existe et on s'est dit comment est-ce qu'on peut supporter nos artistes. Puis on a développé, voyez-vous, moi, mon point de vue est un peu dans, pas que je résiste le numérique, mais je résiste un peu. Je crois qu'il y a quand même des choses intéressantes à considérer, comme le fait que les barrières géographiques, tout d'un coup, s'effondrent. On peut collaborer, on peut communiquer, on peut présenter en ligne un peu partout dans le monde, vraiment. Il n'y a personne qui peut se déplacer, donc on voit beaucoup de résidences, des résidences à la maison qui sont soutenues par des galeries. On voit toutes sortes d'initiatives virtuelles qui peuvent être témoignées par tout le monde, dans le fond. Fait qu'il y a quand même cette accessibilité-là qui tout d'un coup devient vraiment mainstream. Fait que ça, c'est excitant, je trouve, surtout pour la diffusion, la promotion des artistes et des œuvres de l'Acadie et de l'Est du Canada à l'Est du Québec. Donc ça, c'est positif. Mais d'un point de vue pratique et comment moi, je soutiens mes artistes, mes membres, c'est vraiment avec encore des projets physiques et en personne. Donc, on a lancé, nous, la Galerie Sans Nom, à l'automne, une série de résidences pour les artistes du Nouveau-Brunswick, en sachant que la bulle atlantique pouvait éclater à tout moment, et elle a éclaté, comme on le sait tous. Donc, on a invité les artistes à venir en galerie travailler sur des projets, travailler sur des idées même. On demandait très peu des artistes, juste une volonté de venir travailler. Nous, on leur donnait temps, espace, un soutien financier, un soutien moral. Puis, on a vu que ça a eu des retombées absolument incroyables. Les artistes, puis c'était multidisciplinaire, en danse, en architecture, en réalité augmentée. C'était toutes sortes de disciplines, toutes sortes de backgrounds. Donc, c'était vraiment fantastique. Puis, on a vu que l'importance du physique, d'être présent, de travailler avec les artistes d'une façon sécuritaire, bien sûr, est encore importante. Puis, je crois que
je crois qu'il y a beaucoup de nouvelles innovations, justement. C'est peut-être pas nous autres qui va proposer ces innovations-là et ces nouvelles façons de diffuser et consommer les arts. Je crois vraiment qu'il y a de la place pour ça. Et on le voit, et on le voyait même avant la pandémie. Le Conseil des arts du Canada a sorti des fonds pour des stratégies numériques avant même la pandémie. Mais je crois qu'il n'y aura jamais de substitut pour une visite en galerie, un siège au théâtre ou l'écho de la musique dans une salle remplie de gens. Donc, nous, on continue d'essayer de faire des choses, offrir de façon sécuritaire une programmation qui va desservir autant les artistes que le public qui peut venir une bulle à la fois dans nos espaces. Donc, je crois que c'est ça pour mon morceau ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup Annie-France. C'est intéressant d'avoir le volet artistique et notamment galerie, donc je pense qu'on va pouvoir revenir là-dessus après pendant la discussion. Merci à Jalila, Mohamed Bouya, Annie-France et Dominique de nous avoir partagé votre regard sur la Nuit des idées. Merci à vous, auditeurs, auditrices, d'avoir pris ce temps pour penser et avancer avec nous. Ce podcast a été réalisé par les Alliances françaises du Canada dans le cadre de la Nuit des idées 2021. Si vous avez aimé ce podcast et souhaitez continuer votre réflexion, ne manquez pas les épisodes suivants, ainsi que la table ronde en anglais Reinventing Social Links Through Digital Technologies. Et pour plus de contenu inspirant, rendez-vous sur la chaîne YouTube Nuit des idées Canada.